Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Jean-Marc Généreux qui est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tu viens nous présenter ton livre Chaque pas est une leçon de vie. On va en parler ensemble dans la question promo. Il y aura la question du patron, Excellent. Un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Oh okay. Moi, un coup de pression, waouh. Devant toi, tu as un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu n'as pas envie d'y répondre, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Un buzz gratuit. Si tu actives le buzz... Un peu radin, hein? Moi, c'est généreux. Hein? Ah oui, mais bon, un buzz, c'est déjà pas mal. Et si tu actives le buzz, tu vas devoir tirer une carte au hasard. Et là, il y a des actions positives ou des actions négatives. Ok. On est bon pour les règles? Ok, on verra. Allez, voici maintenant la question promo. Question promo, Jean-Marc. Quelles sont les plus grandes leçons de vie que tu as apprises? Une des leçons de vie au niveau carrière et personnel, c'est que la vie, c'est un grand casting. Tu sais jamais qui t'observe, qui t'écoute. Ça peut être quelqu'un qui est un peu à l'écart et éventuellement va te recommander pour un boulot ou va faire exactement le contraire. Il t'a vu réagir ou agir. Il va te dire, ah, lui, ce gars-là, c'est un connard. Ne l'appelle pas. Et c'est un peu comme ça, la vie. Tu sais pas qui t'observe, tu sais pas qui t'écoute. Ce qui est le plus important, reste toi-même. Si tu es une personne qui est franche et qui veut avancer dans la vie, ben, fais des actions qui sont cohérentes et les gens vont te remarquer. Dans le livre, tu expliques par exemple ton recrutement pour Danser avec les stars. C'était vraiment des conseils de quelqu'un qui t'a conseillé. Des gens qui me connaissaient pas, qui m'ont vu sur d'autres plateformes et même en anglais et qui ont dit, ben, il est québécois, pourquoi tu l'appelles pas? Et c'était Jean-Louis Blot qui était président de la BBC à ce moment-là, qui a écouté et qui a utilisé la référence de quelqu'un qui avait pas mon numéro de téléphone. Donc, il a fallu qu'il recherche. C'est quand même assez inusité, mais je me suis retrouvé sur Danse avec les stars et on est ensemble à cause de ce coup de téléphone que j'ai reçu. Tu dis dans le livre, si vous avez un rêve, ne le lâchez jamais. Absolument. Est-ce que tu as encore des rêves? Oui, j'ai un de mes rêves que j'espère mettre en œuvre, c'est à partir du mois d'août qui s'en vient. Je vais avoir mon propre spectacle sur scène qui s'appelle Ma Danse Story et je vais me remettre en danger, je vais remettre le pied à l'étrier, je vais être entouré de 8 danseurs. On va passer à travers un drôle de monde imaginaire je vais vivre ma mort et je vais être au purgatoire. Est-ce que je mérite le paradis ou je vais me retrouver en enfer? Les gens décideront qui vont être au spectacle, on verra. Mais pour moi, ça c'est un rêve, de me retrouver sur scène et d'avoir complètement les mains sur les manettes du côté artistique. Ouais. Parce que quand je suis sur des émissions comme Danse avec les stars ou Révolution au Québec ou So You Think You Can Dance, tu décides pas toujours ce qui se passe. Là, je vais avoir la direction artistique, en tout cas un œil et une opinion complètement franche sur ce projet. Ça va être en tournée en France, en Belgique? Ça va commencer au Québec. Au Québec. Et j'espère que ça fera des petits, que ça voyagera. On va y aller une étape à la fois. Pour l'instant, chez toi au Québec, et après, on verra si ça s'exporte en France ou en Belgique. En août 2025. Tu racontes toute ta vie et toute ton histoire familiale également dans ce livre. Je me suis demandé si il y avait aussi l'idée pour toi, peut-être de l'adapter en téléfilm pour une chaîne de télévision. Moi, je suis totalement ouvert à une suggestion. Je suis totalement ouvert à un réalisateur, un producteur qui pense que mon humble histoire peut fédérer, C'est un récit d'un gars qui est ordinaire, qui lui arrive des trucs extraordinaires. Moi, je suis à Disney tous les jours de ma vie. Sauf que, bien sûr, dans la réalité, j'ai des plaies qui ne se fermeront jamais et c'est des défis qui sont continuels au quotidien et que j'ai une femme fantastique. Je vis, malgré moi, cette séparation avec France qui est, elle, de l'autre côté de l'Atlantique. Ma femme, France, qui est au combat tous les jours, qui a une mission différente de la mienne, mais on est unis par le cœur et par l'esprit, mais pas par une présence physique. Et des fois, c'est très compliqué avec les semaines qui s'accumulent, mais je fais beaucoup d'allers-retours pour essayer de combler ce besoin. On va en parler dans quelques minutes de cette histoire d'amour, mais juste avant, voici la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Tu parles de ta carrière médiatique dans ce livre également, de ton départ de TF1 à France Télévisions.
Est-ce que tu considères maintenant avec le recul que c'était une erreur d'avoir choisi France Télévisions à l'époque? Mais jamais. Parce que il faut se remettre en contexte. On est dans une pandémie mondiale. On est pendant le Covid. Pendant le COVID. Ouais. Et là, tous les boulots que j'avais, que ce soit So You Think You Can Dance, Canada, États-Unis, Danse avec les stars, Révolution, tout s'était arrêté. Et là, de façon absolument magique, je reçois un coup de téléphone de France Télévisions qui me propose d'incarner un programme qui va s'appeler à l'époque Spectaculaire. Et du coup, moi, j'appelle la BBC, j'appelle TF1 et je leur dis, moi, j'ai cette proposition, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disent, allez, vas-y. Sauf que pour devenir exclu avec France Télévisions, faut que je déclare solennellement et publiquement que je ne serai plus sur Danse avec les stars. Donc, je coupe les ponts, mais je coupe les ponts sur quelque chose qui n'existait plus. Parce qu'avec la pandémie, faut comprendre qu'avec le COVID, il y avait plus de Danse avec les stars. Donc là, j'embarquais sur un train qui quittait une gare. Mais l'autre était en cale sèche. Donc, j'ai pas vraiment quitté Danse avec les stars. J'ai embarqué sur quelque chose qui bougeait, qui était pour devenir quelque chose. Oui, c'est vrai que j'ai quitté Danse avec les stars à ce moment-là. Est-ce que je regrette? Est-ce que je regrettais à l'époque? Non. Est-ce que je regrette aujourd'hui? Non, parce que ce fut une expérience de vie très enrichissante de travailler avec un autre prod, d'écouter un autre truc, était dans un autre rôle. Et j'aurais jamais eu ce rôle-là si j'avais pas dit oui. Mais on sent quand même dans le livre que, bon, effectivement, tu le racontes, période Covid, pas de Danse avec les stars, donc tu te dis, ok, bon, tant qu'il n'y a pas de Danse avec les stars, je vais faire autre chose. France Télévisions te fait cette proposition, et derrière, quelques semaines après, quelques mois après, bah, la pandémie va, on va dire ça va se diminuer un petit peu, et Danse avec les stars vont préparer une saison. Et là, tu te sens quand même, j'ai l'impression que, comme on dit un peu chez nous, tu te sens un peu couillé, c'est-à-dire que tu as un côté en mode, ah, en fait, ils ont repris Danse avec les stars plutôt que je le pensais. Ah, mais absolument. Mais de toute façon, je vis pas dans le passé. Mais c'est sûr et certain que j'ai regardé la saison 11. Moi, j'étais de l'autre côté au studio Landy. Je regardais de mon œil, de ma fenêtre, Danse avec les stars. Oui, est-ce que j'avais pas un pincement au cœur? Absolument. Des regrets, non. Mais une appréciation. Ils ont fait une saison 11 de folie. Sans moi. Il y avait François Allu, Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier, Chris Marquez, avec Camille Combal. Ils ont cartonné sans moi. Donc, humilité, reviens les deux pieds au sol, mais c'est sûr que, bon, j'aurais aimé être avec eux. Mais on peut pas être à deux places en même temps et je ne cracherai pas dans la soupe, ça c'est sûr. Est-ce que tu as eu d'autres propositions que celles de France Télévisions? Est-ce que par exemple le groupe M6 en France t'a contacté pour faire d'autres choses? Ou est-ce que la seule proposition que tu as eue, à part Danse avec les stars et TF1, c'était France Télévisions? Non, mais des passages ici et là, de faire des trucs, de participer à des émissions, mais jamais de la façon que TF1 m'avait proposé ou France Télévisions. J'ai pas eu d'offre de devenir animateur d'une émission, présentateur. Juré? La France a un incroyable talent, un truc du genre, non? Non, jamais eu de conversation là-dessus, jamais. Ok. Donc ça s'est arrêté à France Télévisions et TF1 pour les négociations. Très bien. Jean-Marc, voici maintenant le questionnaire à choix. Questionnaire à choix. Jean-Marc, je vais te proposer des noms ou des mots. Tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. D'accord. Okay? Si je te dis Francesca. Ah, mais c'est sûr que un ange sur terre, un enfant extraordinaire. Le courage, ma fille. Le courage et la résilience inconditionnelle. Tous les jours. Elle se lève avec un sourire, elle se couche avec un sourire. Tu l'as au téléphone tous les jours? Oui. Par visio? Oui. Merci FaceTime, merci tous les plateformes qu'on a pour communiquer aujourd'hui qui n'existaient pas dans le temps. Ça fait longtemps que je roule ma bosse et que les métiers qu'on me demande d'aller à Los Angeles ou aller en Asie ou tout ça, qu'on pouvait juste communiquer par téléphone, maintenant il y a des images et c'est merveilleux. Tu racontes aussi ces derniers mots. Ce dernier mot était papa? Ouais. Elle a eu cette maladie neurologique qui s'appelle le syndrome de Rett. Lui a tout volé. Elle marchait, elle ne marche plus, elle parlait, elle parle plus. Et le dernier mot qu'elle a prononcé, c'est papa. Après, je le dis comme ça aurait pu être un autre mot, hein, mais pour moi, c'est pas qu'elle dise plus papa, moi, c'est qu'elle ne parle plus. Et je trouve ça déchirant de dire que on évalue la liberté
dans notre vie ou sur nos territoires et parce que on a une certaine sécurité, mais on dit la liberté, c'est la liberté de faire des choix et de les évoquer et de s'en prévaloir de nos choix. Mais elle a plus aucun outil ou son corps de dire je veux du lait ou je veux du jus, je veux du pain ou je veux un gâteau. Elle peut pas, il y a rien de fonctionnel dans son corps, tout est aléatoire. Je trouve ça déchirant et je trouve ça même encore, ça attire encore plus de respect pour moi de voir sa résilience et ça me ramène à son sourire. Ouais. Si je te dis magnétiseur. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je sais pas, il y a une énergie que quand je frotte mes mains, je contracte mes mains, ben, je peux amener mes mains à une certaine chaleur et puis je sais pas si ça peut aider, mais il s'est passé un événement sur Danse avec les stars où Alizée et Grégoire elle a subi une blessure à la répète générale et son cas était incertain pour faire la finale le soir et honnêtement, c'était un couple avec Brahim Zaïba et Catherine Pachette qui étaient deux couples qui étaient en compétition et les deux auraient pu gagner. Et elle a presque déclaré forfait. Bon, je me suis retrouvé, j'ai passé devant sa loge. Je lui ai fait ma petite magie. Je pense que c'est vraiment sa résilience et les docteurs qui ont fait le vrai truc. Moi, j'ai amené ma petite contribution. J'espère que ça a aidé. Mais est-ce que tu l'utilises, tu racontes effectivement cet événement en Danse avec les stars, mais est-ce que tu l'utilises dans ta famille au quotidien ou chez des gens? Parce que tu parles de l'aspect télévision, mais je me suis dit, ok, si Jean-Marc a ses vraies qualités de magnétiseur, c'est qu'il l'utilise également sur d'autres personnes. Eh ben, j'essaie. Ben, si, admettons que je suis en présence de quelqu'un qui a mal à la tête ou ces trucs comme ça, je vais essayer mon petit truc ou quelqu'un qui a une douleur. Ben, je le fais pas systématiquement toute la journée, là. Je suis pas un thérapeute. Non, bien sûr. Puis je suis pas non juste plus. Juste si tu peux aider. Puis je pense pas que j'aille un don, hein. Je pense juste que, je sais pas. J'essaye de donner cette chaleur et j'espère qu'elle pénètre dans la bonne zone et dans la bonne région pour aider à étancher la douleur. Si je te dis Star 80 la suite. Aïe, 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 c'était un moment de joie avec Thomas Langman et tous ces chanteurs qui sont hyper généreux et gentils. C'était un tournage de fou. On s'est retrouvés à Courchevel, après sur Paris. Moi, on m'avait engagé pour faire 8 jours de tournage, ou 9. Ouais, c'est ça, une semaine, tu dis, et derrière, on a fait 30, ça. 30 jours, et Thomas écrivait des trucs. Bon, ça s'est pas tout retrouvé dans le film, parce que Thomas a tourné 4 heures de film. Et il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix au montage. Et il y a des trucs que j'ai fait et qui se sont pas rendus sur le film, mais on s'est pissé dessus. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Tu dis que la bande-annonce c'était pas top. Et c'est pas qu'elle est pas top. Elle est top, la bande-annonce. C'est la fin qui est un petit peu chaotique. Parce qu'il y a Richard Anconina qui demande à Jean-Luc Lahaye, il dit Jean-Luc, normalement, t'es toujours accompagné. Ben là, il répond, il dit, elle est pas là, elle est encore à l'école. Ah oui. Et donc là, ça fait, le gars, justement, c'est peut-être une vanne qui aurait pas dû être dans la bande-annonce, parce que la bande-annonce, elle est extrêmement regardée, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Ok, c'est ça que tu voulais dire. C'est ça, il y a un choix artistique qui aurait pu faire pencher dans une autre direction, mais c'est la conclusion de la bande-annonce qui est dommage. Ok, oui, je pensais que c'était toute la bande-annonce que tu n'avais pas. Ah non, la bande-annonce, elle est géniale. D'accord. Si je te dis Marcel Généreux. Ah mon Dieu. Mon papa qui maintenant me regarde de très haut et qui est là au ciel et qui, j'espère, mais pas j'espère, je le sais, il me l'a dit qu'il était fier de moi. C'était mon mentor, il y a eu une parole ou une phrase qui m'a dite, et qui résonne encore en dedans de moi aujourd'hui. Est-ce que le choix de danser est un bon choix pour être là, pour subvenir aux besoins d'une famille? Est-ce que c'est un bon choix? Et j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de lui prouver que j'avais fait un bon choix. Moi, j'avais jamais de doute dans ma tête. C'est juste que cette vie de saltimbanque, et là, je réalise qu'un père, vis-à-vis son fils, veut donner les meilleurs conseils.
Et aujourd'hui, je me mets à la place d'un papa qui voit sa fille et elle lui dit « Papa, je vais devenir influenceur. » Là, ou influenceuse. Et là, le père dit « Mais non, tu veux pas un vrai métier? » C'est ne pas comprendre c'est quoi être dans le monde des médias et avec toutes ces nouvelles plateformes. Ou un jeune homme qui cartonne aux jeux vidéo, il dit à son père « Hey papa, je vais devenir champion du monde aux jeux vidéo. » Là, il lâche la console et il retourne à l'école. Moi, je pense que les deux doivent aller parallèles. Donc, il faut aller à l'école, mais si les gens ont un talent qui est pas le talent classique, même aujourd'hui, quand tu regardes quelqu'un qui veut devenir chanteur, il y a des chanteurs qui ont prouvé qu'ils peuvent avoir des grandes carrières, acteurs, mais je recule dans... il y a peut-être 80 ans ou presque 100 ans, un chanteur, c'était un gars qui était sur le bord du trottoir et qui recevait de l'argent dans un chapeau. Aujourd'hui, il se promène en Rolls, mais je pense qu'on évolue comme société et nous aussi, il faut faire ouvrir les mentalités. Là, tu racontes, hein, quand tu as voulu être danseur, ton papa pensait que c'était plutôt pour les filles. Ah ben, il y avait... Ça, c'est... OK, là, on s'en va sur une autre route qui s'appelle les préjugés. Ouais. Donc, mon père, d'un côté, il trouvait que c'était un métier qui est très aléatoire. Comment tu vas faire pour subvenir aux besoins? Et de l'autre, pourquoi il prend ce choix-là? Est-ce que lui... parce que on retourne dans les années 70, un gars qui danse, est-ce qu'il y avait des tendances homosexuelles, de bouger avec grâce, de bouger avec fluidité, au lieu d'être un gars qui arrive dans un ring et qui se bat avec ses poings. Moi, je me battais avec mes pieds et je me battais avec un sourire. Donc, je peux comprendre ces appréhensions, mais ça, aujourd'hui, qu'une personne s'affiche comme homosexualité, il y a zéro problème, ou non-genré. Aujourd'hui, on a avancé comme société. C'est ce que j'espère pour tous les parents, de donner cette liberté, de pas désencadrer un enfant. On l'encadre et après, il fait ses choix. Est-ce que ça a créé à un moment donné une tension avec ton papa sur ça? Sur des discussions en disant « Mais tu comprends pas, papa, ce que je veux faire ?» Mon père, on n'a jamais vraiment discuté, avoir une discussion frontale. Okay. C'était plus... par moment, j'existais même plus dans la maison parce que il disait je peux pas l'encourager à faire ce qu'il fait parce qu'il s'en va dans la mauvaise direction. Donc, mais il faut se rappeler que ma mère était femme au foyer, donc l'argent que je recevais venait de mon père. Donc, c'était ta maman, tu racontes dans le livre, qui payait les cours de danse, mais l'argent venait de ton papa. Donc il finançait ma danse, mais il la validait pas. Si je te dis Jean-Marc Généreux. Ah mon Dieu. Je vais dire 3D. 3D? Oui. Moi, ma vie est en 3 dimensions. Je vois les choses, je dessine les choses en 3 dimensions, je vis en 3 dimensions. Je pense qu'il n'y a pas juste hauteur, largeur, il y a surtout profondeur. Et j'espère que les gens vont me regarder et me dire, le gars, c'est pas une potiche vide. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Ouais. Si c'est que des envolées lyriques et des oh là là chihuahua et je suis dépeint juste parce que je suis le gars, monsieur j'achète, j'espère que ce livre va rétablir on va dire l'équilibre entre le gars qui est tout en folie, mais à quelque part qui a une vraie vie. Voici maintenant Jean-Marc, c'est l'heure du coup de pression. Le coup de pression, voici la question, Jean-Marc. Est-ce que c'est là que j'ai ma main au-dessus de comme tu veux, quand tu veux. Est-ce que tu as cru perdre ta femme à un moment donné à cause de ta carrière? J'ai envie de dire oui. Mais on a eu des discussions qui étaient définitivement plus animées sur des choix, parce que ma femme, c'est une droiture incarnée. Ouais. Et donc, à un moment donné, elle dit, mais ça va te prendre combien d'événements, combien de succès pour être comblé comme être humain? Mais ce qu'elle comprenait pas, non, c'est pas qu'elle comprenait pas. Ce que moi, j'avais envie de faire, c'est de subvenir aux besoins de ma famille, pas dans le présent, mais vraiment dans le futur. Okay. Donc, comme un écureuil, j'essaie d'accumuler les trucs. Et à un moment donné, elle me disait, mais t'as besoin d'accumuler combien là pour être sécure pour le futur? Et c'est devenu par moments de vraies discussions entre 2 adultes. Mais elle comprend beaucoup mieux. Après la pandémie, tout ça, il s'est passé plein de trucs où
Et après, je dois dire aussi qu'à la maison, on a trouvé des aides. Bon, c'est pas tout le temps, mais ça change une vie. Parce que c'est vrai qu'elle est à la maison à s'occuper des enfants tous les jours. C'est une autre vie que la tienne qui est dans la lumière ou tout. Moi, je suis à Disney, puis elle est dans un centre qui aide des enfants handicapés. Et ma femme, c'est vraiment une personne extraordinaire. Mais on a des vies complètement différentes par moment. Très différentes. Et tu racontes dans ce livre, c'est ces mots, je suppose. Elle dit, tu sais, Jean-Marc, si tu reviens juste pour 22 heures, ce n'est peut-être pas la peine. Ça doit être dur de se dire que toi tu fais en quelque sorte, entre guillemets, l'effort de revenir à la maison pour voir ta famille et que quand t'arrives, on te dit, en fait, si tu reviens pour moins de 24 heures, ça sert à rien de revenir, quoi. C'est comme si tu dis à quelqu'un, moi je tourne une roue à l'épaule tous les jours de ma vie pendant, je sais pas moi, 1 mois. Ouais. Et là, tasse-toi, je vais faire un tour. Et puis après, tu te casses. Non, c'est de cette façon-là. C'est comme si tu viens te donner bonne conscience. Ouais, okay. Mais non, ça prend plus que ça pour m'aider. C'est pas 22 heures qui va faire une différence. Après, moi, je suis obligé de retourner pour serrer ma fille, serrer ma femme, serrer mon fils. Mais je comprends son point de vue. C'est comme si, bravo, Jean-Marc Généreux revient au Canada. Wow, tout un événement. Mais parce qu'elle est très pragmatique. Okay. Moi je dis souvent, ma femme c'est un carré, moi je suis un rond. Donc moi il se passe plein de trucs, mais elle, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. On va parler de Danse avec les stars. Dernière question. Il y a eu une année complexe. Tu le racontes avec Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Tu racontes quelques mots dessus. Hein. C'est vraiment quelques lignes dans ce livre. Je me suis posé une question sur Danse avec les stars. Il y a une saison actuellement en cours, avec aussi une polémique avec Florent Manodou et Elsa Bois. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux des critiques, etc. Je me suis demandé si Danse avec les stars pouvait encore vivre avec les réseaux sociaux. Quand on voit l'année dernière et quand on voit ce qui se passe cette année, est-ce que les réseaux sociaux ont pris une place importante là dans l'émission? Et ça gâche un peu l'ambiance de l'émission. Non, ça gâche pas l'ambiance parce que c'est des points de vue. Et là, il faut mettre les choses très carrées. Les réseaux sociaux font partie intégrante du succès de n'importe quelle émission. Donc, c'est une nouvelle façon d'approcher le journalisme. Okay. Bon, je pense que les commentaires haineux n'ont pas leur place. Mais n'importe où dans la vie. C'est pas juste sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle avoir un peu de la bienveillance, être bien éduqué. Je pense que tout le monde a le droit à un regard. Si t'es dans le public, c'est pas privé. Vous savez, quand vous allez sur Facebook ou n'importe où, c'est marqué compte privé ou compte public. Si tu t'en vas sur public, je dis pas qu'il y a des risques, mais il y a une exposition. Maintenant, il y a un mot que j'aime pas toujours, c'est le mot buzz. Ça fait du buzz. Il y a quelqu'un qui arrive avec une idée, il dit, admettons, ce danseur professionnel et cette célébrité. Wow! Il y a eu un rapprochement. J'espère qu'il y a un rapprochement. Ils dansent ensemble. Donc, il y a peut-être très souvent, c'est des fantasmes. Les gens regardent et disent, ah oui, ces deux-là, ça doit être ci, ça doit être ça. Mais oui, mais ils passent 8 heures par jour. C'est normal qu'ils se regardent et qu'ils ont un petit clin d'œil. C'est normal. Après, je pense que ça leur appartient. Cette partie-là, c'est privé. Parce que si on jugerait comment ils sont... de faire une rumba à la verticale ou faire une rumba à l'horizontale, c'est un autre truc. Ça leur appartient et on verra. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu... on n'a pas créé l'antimatière. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. On verra comment la vie de tous et chacun, après le passage en Danse avec les stars, on verra la conclusion. Là, tu parlais de buzz, mais c'est de buzz incontrôlé par l'émission. C'est-à-dire que l'émission ne l'avait pas prévu. Jamais comme dans le cas d'Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. C'était pas prévu par la production. Non. Et pourquoi j'ai pas fait 28 pages là-dessus? Parce qu'il n'y a pas 28 pages à faire. Il y a des événements qui ont ponctué, qui ont créé des dominos. Et après, il y a eu de l'interprétation qui vient de l'extérieur, d'autres interprétations qui viennent de l'intérieur. Et en réalité, pour moi, rien de tout ça était prémédité. Et la conclusion pour moi, c'est que s'ils pouvaient revenir en arrière, rien de ça ne serait arrivé.
Danse avec les stars, il y a une saison en cours. Est-ce qu'on Yes. parle déjà d'une autre saison, vu les audiences qui sont quand même pas mal? Moi, en tout cas, je te dis avec toute l'honnêteté du monde, chaque saison que j'ai fait avec Danse avec les stars, Tu l'as su après. à la conclusion, on m'a jamais fait de promesse. Ah, encore après, donc fallait attendre. On m'a quelques jamais, mois. ah oui, je vais te signer pour 3 ans. C'est jamais arrivé. Ok. Ça, c'est la vérité. Donc, moi, de mon point de vue, je peux pas vous dire il y aura une autre saison ou pas. Je suis content s'il y en a une autre, mais je vais l'apprendre potentiellement 2 heures avant vous. Et donc ça, tu serais partant en tout cas de continuer. Ah oui, oui, encore une fois, avec la validation de ma famille. Parce Ok. que aujourd'hui, toutes ces questions-là, tous ces contrats-là, ils contractent toute ma famille parce qu'il y a une répercussion pour moi qui avant, j'y allais, je suis pas une tête brûlée, j'ai toujours posé la question en France, mais il y avait un besoin qui était à nourrir et aujourd'hui, T'es tranquille financièrement, il n'y a plus besoin de... tranquille, on n'est jamais vraiment tranquille parce qu'on regarde aujourd'hui comment le coût de la vie a explosé après la pandémie. Il y a plus rien qui va. Et donc, est-ce que je me sens sécure? Oui, mais est-ce que j'observe et je suis un gars... Moi, je suis très généreux sur un parquet de danse et un peu radin. Jean-Marc, tu racontes ta vie, tu racontes également comment tu as rencontré ta compagne. Il y a plein d'autres chapitres que je n'ai pas évoqués dans cette interview, mais vraiment on y apprend énormément de choses. Ça s'appelle Chaque pas est une leçon de vie. C'est ton nouveau livre, Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.